Dans la vie, il existe des conflits où chacun a raison, mais pas dans le même monde. Des conflits où les arguments sont logiques des deux côtés, mais où les repères ne sont pas les mêmes. Et dans ces situations, ce ne sont pas les intentions qui s'opposent, mais les probabilités, les projections, les peurs et la manière de définir ce qu'est un avenir possible. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer le conflit entre un adolescent passionné d'e-sport gaming et ses parents. Ces derniers sont confrontés à une question. Comment accompagner un rêve émergent dans un secteur instable, hautement compétitif et encore peu institutionnalisé ? Nous sommes ici dans une tension entre motivation intrinsèque, réalité socio-économique, construction identitaire et incertitude professionnelle. Marc a 16 ans. Il est immergé dans l'e-sport. Il joue aux jeux vidéo très souvent. Et c'est un geek. Il est passionné. Selon Albert Bandura, il développe une forte auto-efficacité perçue dans ce domaine. Il se sent capable de progresser parce qu'il observe ses améliorations concrètes. Rank, performance, stratégie, discipline d'entraînement. Ce sentiment d'efficacité personnelle est un puissant moteur motivationnel. Selon Desi et Ryan, sa motivation est majoritairement intrinsèque. Plaisir du jeu maîtrisé, sentiment de progression, appartenance à une communauté compétitive, reconnaissance dans les performances. Pour Marc, l'e-sport n'est pas une distraction, c'est un espace de compétence et d'identité. Mais son père adopte une lecture différente, plus structurelle. Il s'appuie sur les données qu'il a commencé à consulter. Alors à savoir, taux extrêmement faible de joueurs professionnels réellement stabilisés, carrière courte, forte concurrence mondiale, absence de sécurité salariale stable hors élite. Dans une logique proche de la sociologie économique, le père raisonne en termes de risque et de distribution des opportunités. Pour lui, le modèle ressemble à un champ hyper sélectif où la probabilité de réussite est faible. Il s'inscrit ici dans une logique proche de Pierre Bourdieu. La reproduction sociale et la sécurité passent par les diplômes et les trajectoires institutionnelles. La mère, elle, est dans une position d'arbitrage émotionnel, comme d'habitude, souvent décrite par la théorie des systèmes familiaux de Murray Bowen. Elle tente de réguler la tension sans rompre le lien. Un jour, le conflit éclate autour des résultats scolaires. Le père ne parle pas seulement en termes d'émotion, mais en termes de projection statistique. Tu sais combien de joueurs vivent réellement ça ? Moins de 1% arrivent au niveau professionnel stable. Et il ajoute, et même ceux qui arrivent, combien tiennent plus de quelques années ? Son discours n'est pas du rejet, bien sûr que non. C'est une logique de prévention du risque. Mais Marc, sûr de lui oppose un autre raisonnement. Et combien de personnes réussissent dans des métiers classiques qu'elles n'aiment pas et abandonnent au bout de 10 ans ? Son argument à lui repose sur une autre forme de rationalité, la qualité de vie subjective et la cohérence identitaire. Marc ajoute « Je préfère essayer et échouer que réussir dans quelque chose que je déteste. » Ici, deux rationalités s'affrontent. Rationalité probabiliste du père, rationalité existentielle du fils. Marc est porté par un fort sentiment d'autodétermination. Selon Bandura, son sentiment d'efficacité personnelle est réel dans son domaine, mais encore fragile dans sa projection sociale, c'est-à-dire traduire sa compétence en carrière viable. C'est souvent là que se joue la fracture entre talent et structuration de carrière. Le père, lui, agit selon un mécanisme de protection anticipatoire. Il surestime le risque pour éviter une perte potentiellement irréversible. C'est la logique de prévention du regret. Selon Bourdieu, le père agit aussi sous l'effet de son habitus. Les métiers légitimes sont ceux validés institutionnellement. Le conflit est donc structuré par une économie de la sécurité, une économie de la passion et une économie de l'incertitude numérique.
Dans ce cadre, l'e-sport devient un objet social nouveau, encore mal intégré aux représentations familiales classiques du travail. Au fil de ses recherches, Marc découvre aussi que le débat entre passion et sécurité existe depuis très longtemps. Dans le documentaire Formula One, Drive to Survive, on voit combien le sport de haut niveau exige des sacrifices, de la discipline et une capacité à supporter l'échec. Derrière les victoires se cachent souvent des années de travail invisible. Prenons l'exemple de Michael Jordan. Il est considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Jordan a pourtant été écarté de son équipe de lycée lors de son adolescence. Un échec qui deviendra l'un des moteurs de sa progression. Free to Play est un film qui suit plusieurs joueurs professionnels de Dota 2 qui participent à l'un des plus grands tournois d'e-sport au monde. Mais ce qui marque le plus le fils, ce n'est pas le jeu lui-même. C'est ce qu'il découvre derrière les écrans. Des heures d'entraînement quotidiennes, une concurrence mondiale, des sacrifices personnels, des familles parfois inquiètes ou sceptiques, des jeunes qui poursuivent un rêve sans aucune garantie de réussite. Marc réalise alors que les joueurs pros ne passent pas simplement leur journée à jouer. Comme les sportifs de haut niveau, ils suivent souvent des routines exigeantes, travaillent leurs compétences pendant des milliers d'heures et apprennent à gérer la pression, l'échec et l'incertitude. Cette découverte vient bousculer deux idées reçues. La première, croire que réussir dans l'e-sport ne demande aucun effort. La seconde, croire qu'il suffit d'être passionné pour réussir. Peu à peu, Marc comprend qu'un rêve n'est pas seulement quelque chose que l'on désire, c'est aussi quelque chose pour lequel on accepte de travailler, de persévérer et parfois d'échouer avant de progresser. Que la passion seule ne suffit pas. De nombreux jeunes rêvent d'une carrière dans le sport ou le gaming sans mesurer la concurrence, les exigences ou les incertitudes. Les chercheurs qui étudient la motivation, comme la psychologue Carol Dweck, montrent d'ailleurs que la réussite dépend moins du talent initial que de la capacité à apprendre, à persévérer et s'adapter aux difficultés. Peu à peu, Marc réalise que la véritable question n'est peut-être pas « puis-je réussir ?», mais plutôt « suis-je prêt à fournir les efforts nécessaires pour donner une chance réelle à mon rêve ?» Ainsi, une nuance apparaît. Le père ne nie plus totalement la compétence de Marc. Il observe la discipline, la répétition, la stratégie, l'analyse, l'endurance mentale. Le père commence alors à envisager une approche un petit peu plus stratégique. Il fait quelques études et recherches en parallèle. Il pense à peut-être une orientation vers des métiers liés au gaming, comme le management, game design, marketing, e-sportif, ou la construction d'un plan B solide. Marc, de son côté, commence à intégrer une autre dimension, la nécessité de structurer son rêve dans un cadre durable. On remarque que le père ne tranche pas par autorité. Il passe d'une posture de contrôle, c'est-à-dire réduire le risque en interdisant, à une posture de structuration, réduire le risque en encadrant. Selon les modèles de prise de décision sous incertitude, il ne cherche plus à supprimer le risque, mais à le rendre gérable. Son raisonnement évolue en 3 niveaux. D'abord, il reconnaît implicitement ce que décrit Albert Bandura. Marc possède une réelle compétence, auto-entretenue, dans son domaine, renforcée par des feedbacks concrets, c'est-à-dire la progression, la performance et la discipline. Ça, c'est le premier constat qu'il fait. Ensuite, il intègre une logique de canalisation du comportement motivationnel. Plutôt que de opposer frontalement le rêve, qui renforce la résistance psychologique, il cherche à le transformer en trajectoire structurée. Et enfin, il applique une forme de prévention des risques développementaux. Plutôt que de bloquer Marc, il cherche à éviter ce que Sharon Brems a nommé l'effet de réactance.
C'est-à-dire, plus on interdit une aspiration identitaire, plus elle devient rigide et conflictuelle. Son idée devient donc ne pas casser la motivation, mais la cadrer. Je ne vais pas t'empêcher d'essayer, mais je veux que tu construises quelque chose de solide autour. Concrètement, cela signifie pour lui maintenir un cadre scolaire comme filet de sécurité, permettre l'exploration de l'e-sport comme projet réel, transformer une passion en projet hybride plutôt qu'en opposition frontale. Du côté de Marc, l'acceptation n'est pas de la soumission, elle repose sur un mécanisme psychologique précis de Léon Festing, la réduction de la dissonance cognitive. Parce que jusque-là, Marc vivait une tension interne. Son identité se construisait dans l'e-sport, mais son environnement social, donc l'école, les parents, la société, invalidait cette trajectoire. Donc, pour le coup, la proposition du père modifie cette équation. Elle n'unit plus l'identité de Marc, mais elle ne la laisse pas non plus sans structure. Pour Marc, cela change 3 choses fondamentales. Il ne ressent plus une menace directe sur son autonomie. Son rêve devient autorisé sous condition, donc socialement légitime partiellement, et il peut maintenir son sentiment d'efficacité personnelle sans entrer en rupture familiale. Il l'accepte aussi parce qu'un autre mécanisme entre en jeu, celui de la théorie de la zone de développement proximale de Lev Vygotsky. C'est-à-dire que le cadre proposé par le père agit comme une structure externe qui peut soutenir sa progression plutôt que de l'écraser. En d'autres termes, le père ne valide pas totalement le rêve, mais il le rend praticable. Et Marc ne renonce pas à son rêve, il accepte de le rendre durable.